Vous êtes sur Polysoutien, le podcast qui commence par le début. Pour ce dernier épisode de la saison 0, nous allons partir à l'écoute de Kohan. En couple poly depuis plusieurs années, Kohan a d'abord dû apprendre à affronter ses propres démons, celui d'une pathologie psychiatrique ayant des répercussions sur son quotidien. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like. Et si vous voulez aider Polysoutien, je vous rappelle que mon compte Patreon se trouve dans la description de cet épisode. Et ça tombe bien, car il vous permettra d'accéder à plusieurs bonus pendant cette période de pause qui précédera l'arrivée de la saison 1, dans une formule légèrement remaniée. Sur ces bonnes paroles, retrouvons Kohan. Quant à nous nous retrouverons seulement dans quelques mois, alors dans l'intervalle, prenez soin de vos amours. Nous sommes actuellement avec Kohan. Bonjour Kohan. Bonjour. Alors je vais te laisser commencer par une petite présentation. Alors, je suis Kohan de surnom. Je suis a priori un être vivant, relativement complexe, qui possède une maladie mentale qui fait que c'est très compliqué pour moi de savoir précisément qui je suis et quel prénom utiliser. Et je suis à l'heure actuelle beau-père de 4 enfants, en couple avec 2 personnes. Alors tu soulèves une question intéressante. Moi je suis parti du principe que tu utilisais un pseudonyme. Mais est-ce que c'est un pseudonyme que tu utilises ou c'est juste le prénom que tu utilises ce matin ? C'est un pseudonyme que j'utilise énormément et qui, je pense à terme, risque de remplacer mon prénom. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'anonymat quand on utilise le prénom de Kohan ou c'est pas du tout dans cette optique ? C'est pas dans l'optique d'anonymat. D'accord. C'est vraiment qu'aujourd'hui, je trouve que ce pseudonyme me correspond beaucoup mieux que mon prénom de naissance. D'accord, très bien. Donc je vais commencer par la première question rituelle de ce podcast. Est-ce que tu peux me raconter ton crush amoureux, ton sentiment amoureux le plus éloigné, le plus tôt que tu aies connu dans ta vie et dont tu te souviennes en tout cas ? Je te répondrai que c'était quand j'avais 3 ans, où j'ai eu un gros crush pour une camarade de classe. J'ai un souvenir assez particulier de comment est-ce qu'elle était habillée ce jour-là. Me demande pas son prénom parce que à travers les âges, le prénom était disparu. D'autant que je l'ai côtoyé que 3 mois, cette personne. D'autant que ma mère accouche de ma sœur et soit de nouveau apte à pouvoir faire de la voiture pour qu'on puisse déménager et rejoindre mon père qui travaillait en Île-de-France. Cette personne, je me souviens qu'elle était blonde. Alors comme on était en maternelle, j'ai envie de te dire pas très grande, mais forcément c'est un peu un pléonasme. Et je me souviens qu'elle avait un petit manteau en fourrure léopard qui déjà de base m'avait beaucoup attiré l'œil. D'accord. Ben, on va rester à peu près à la même époque finalement, c'est rare. D'habitude, je dis toujours aux gens que je vais remonter dans leur passé. Ben là, on commence à la même époque. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment s'est passé tout ce qui est école maternelle, école élémentaire, notamment, alors autant d'un point de vue scolaire que d'un point de vue sentimental, et surtout avec la question principale, qu'est-ce que représentait l'amour à tes yeux dans cette période-là ? Alors j'ai eu une enfance, on va dire, relativement difficile, dans le sens où j'ai eu très peu d'amis. J'ai plutôt été, parce que j'ai pas mal déménagé, la petite victime à chaque fois, le petit nouveau qu'il faut bisuter. Donc ça a plutôt été compliqué. La notion d'amour à cet âge-là, je l'ai jamais ressenti. Je cherchais plus à me faire des copains pour essayer de me défendre qu'autre chose. Donc j'ai plutôt des souvenirs de passage à tabac de la part de copains, avec des guillemets, que véritablement réussir à me rappeler de quoi que ce soit en ce qui concerne les élans amoureux. J'ai eu quelques crushs sur des filles à cette époque-là, mais rien de... J'arrivais pas à pouvoir les aborder, j'arrivais pas à pouvoir leur parler. Ça a vraiment été des périodes... et on peut même enchaîner jusqu'à quasiment la fin de mon BTS sur des périodes très compliquées en ce qui concernait justement la camaraderie. Ma petite enfance n'a pas été des plus joyeuses. Et pour anticiper sur la prochaine question, ça s'est pas amélioré avec le temps. D'un point de vue strictement scolaire, comment ça se passait ? Alors, en ce qui concerne les cours, j'ai toujours été ce que j'appellerais un feignant. Dans le sens où j'ai jamais cherché à travailler.
Je suis toujours resté dans le ventre mou de la classe, dans la moyenne de la classe, sans jamais chercher à me distinguer de quoi que ce soit. Donc, l'école élémentaire se termine et tu vas rentrer au collège. Comment ça se C'est passe? ça. Très mal. Très mal parce que là, je connais personne. Je tombe sur quelqu'un qui, lui aussi, ne connaît personne. Donc, on s'est dit qu'à deux qui connaissaient personne, on allait peut-être réussir à forger un lien. Il y avait déjà un point commun qui nous rassemblait. Et le seul problème, c'est que cette personne a eu une énorme emprise sur moi, aussi bien d'un point de vue physique que mental. Il a fait ce qu'on appelle du chantage abusif sur ma personne de la troisième à la sixième. Enfin, de la sixième à la troisième, plutôt dans le sens. Donc, très compliqué. Le chantage abusif incluait du racket, incluait des passages à tabac, incluait beaucoup de choses. Il est allé jusqu'à abuser physiquement de ma personne pour découvrir sa propre sexualité. Donc vraiment des choses qui ont été très très dures à ce niveau-là et toujours pareil, d'un point de vue purement scolaire, dans le ventre mou des classes, sans jamais chercher à faire de vagues, toujours dans la moyenne, aux alentours de 10, 11, peut-être 12 de temps en temps, mais rien de transcendant. J'ai eu quelques crushs où, à cause de la situation avec cette autre personne, ça s'est très mal passé. Parce que eux voyaient quelqu'un qui se faisait écraser, ils comprenaient pas la détresse psychologique dans laquelle j'étais. Dans la recherche à tout prix d'attention affective. Et du coup, ça s'est fini avec l'entrée en troisième, où là, il y a eu un gros racket qui n'a pas pu avoir lieu, et c'est comme ça que le collège a été au courant, et c'est comme ça qu'on a failli débarquer chez les flics. Ce qui ne s'est pas fait, ça s'est arrangé à l'amiable, et ça s'est à peu près arrêté là en ce qui concernait lui. J'ai passé une troisième un peu compliquée à essayer de comprendre que bah non, en fait, j'avais aussi été victime, mais j'étais aussi mon propre bourreau de l'avoir laissé faire. Parce que je m'étais pas imposé, parce que je l'avais laissé prendre tout cet ascendant sur moi. Ce qui n'a pas été simple à digérer, et je pense qu'une partie de mes problèmes psychiques remontent de toute façon à cette période. D'accord. J'imagine que ça a eu un impact sur ta scolarité, du coup, au collège? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, ça s'est bien passé, le collège? Bah, d'un point de vue bulletin scolaire, toujours dans le ventre mou, sans jamais faire de vagues. J'arrivais complètement à suivre, même s'il mettait des coups de compas dans les jambes pendant les cours, il y avait aucun problème là-dessus, quoi. Donc, pas de très bons résultats, mais pas non plus d'effondrement derrière. Aucun effondrement. D'accord. Aucun effondrement, j'étais tout le temps dans la moyenne. Hmm. Donc, tu arrives jusqu'à la fin du collège. J'imagine, tu as passé le brevet des collèges? J'ai passé le brevet des collèges, de mémoire, mention assez bien, mais j'avoue avoir un doute. Je crois que de mémoire, mention assez bien. Suite à ça, je suis parti au lycée sur Paris, où là, j'ai eu besoin d'extérioriser à des gens ce qui m'était arrivé, parce que j'avais besoin d'attention, qu'on puisse me dire que bah merde, ça n'a pas été cool avec toi, on va essayer de te protéger un peu plus, de t'aider à te reconstruire. Forcément, c'était tout l'inverse. On s'est foutu de ma gueule jusqu'à la terminale. Ça a été une période un peu compliquée, à essayer de chercher des potes à qui m'accrocher. J'ai trouvé une échappatoire dans le jeu de rôle à ce moment-là. Ça t'a permis de sociabiliser avec des personnes qui ne te connaissaient pas dans un autre cercle C'est que ça. celui-là? C'est ça. C'est-à-dire que même si t'es dans le lycée, c'était pas des personnes que j'avais dans ma classe, c'était pas des personnes à qui j'avais fait confiance pour leur raconter mon histoire. Donc eux m'ont accepté tel que j'étais, avec mes failles et mes défauts, et puis ça s'est relativement bien passé avec eux. Donc après, ça finit en JDR, ça finit en jeu de tarot, ça finit, mais toujours en dehors des cours.
Donc j'arrivais le matin à 8h pour l'ouverture du lycée, je partais à 19h pour la fermeture du lycée, et pendant toutes mes heures creuses, c'était soit du tarot, soit du JDR qu'on s'amusait à faire. Pour ceux qui connaissent pas, le JDR, c'est le principe du jeu de rôle où on incarne un personnage imaginaire à travers une aventure racontée par le maître du donjon. Est-ce qu'au cours de toute cette période, il y a eu une influence de cet état psychiatrique dont tu voulais parler? Alors, pendant toute cette période, il y a eu effectivement des états qui n'ont pas été compris tout de suite, parce que le diagnostic de mon état remonte à il y a 3 ans. 2, pardon. D'accord, ok. Mais c'est récent. 2 ans à partir d'aujourd'hui, donc c'est effectivement, j'avais de temps en temps quelques visions, j'avais l'impression qu'on m'appelait alors qu'il y avait personne, j'enchaînais les cauchemars, mais impossible de mettre le doigt à cette époque sur qu'est-ce que c'était. Les gens me disaient que c'était mon imagination et ça s'arrêtait là. Vraiment, le diagnostic est arrivé, j'avais déjà 35 ans, alors que normalement, la maladie que j'ai, ce qu'on appelle la schizophrénie, n'est pas censée justement exploser au-delà des 30 ans. Est-ce que tu penses que Et tu as ça eu se faire entre l'adolescence et les 30 ans. Est-ce que tu penses que tu as eu un retard de diagnostic? Il y a des choses à cette époque-là qui auraient dû Alors, pu être il y a eu un retard de opérées? diagnostic, effectivement, parce qu'on n'a pas pris en compte, on n'a pas compris ce que c'était, on est parti du principe que ça pouvait pas être aussi grave, que c'était voilà, une simple imagination, des mauvais rêves, pas des choses plus dramatiques que ça. D'autant que ce qui fait à la fois ma force et ma faiblesse, c'est qu'avec mon intelligence, j'ai toujours pu donner le change. Tu compensais à droite ce que tu perdais à gauche, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que pendant très longtemps, même ma psychanalyste s'est posé la question est-ce que j'étais vraiment malade ou pas. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Jusqu'à Alors, du très coup, récemment, où il y a eu énormément de bouleversements dont on parlera tout à l'heure, mhm. qui ont fait que la maladie a explosé à cause de tous ces changements, et que là, effectivement, le diagnostic a pu être posé et qu'on m'a appris que j'étais schizophrène. D'accord. Bah, du coup, on y reviendra un petit peu plus tard. Tu arrives à la fin du lycée, tu passes ton bac? Ouais, bac que j'ai eu avec 10,95 de moyenne. Donc vraiment, comme d'habitude, la moyenne, pas plus. Le principal, c'est de l'avoir, il paraît. Hein. Le principal, c'est de l'avoir. Sauf que je demandais des filières spécifiques, c'était assez compliqué. Finalement, j'ai réussi quand même à les avoir. Je pars en BTS. Mon BTS, je le fais en 3 ans. Faut taper la première année parce que j'étais pas assez mature, j'étais pas assez concentré. Il y avait pas mal de soucis. La maladie était déjà là, elle me faisait déjà faire des tours, mais on est incapable de pouvoir savoir quand est-ce qu'elle avait vraiment commencé et le fait que j'étais malade. Parce que comme je disais, je n'ai tellement bien chance que de toute façon, c'était pas vraiment développé. On va dire ça comme ça. Donc effectivement, on voyait pas forcément le fait que j'étais vraiment malade. Donc, le bac, tu l'as en poche. Vers quoi tu Ouais. te diriges derrière? Derrière, j'ai fait un BTS pour faire simple, en biotechnologie. C'est-à-dire que c'est vraiment, on t'apprend l'alphabet pour pouvoir faire des recherches en biologie. Tu connais juste l'alphabet. Tu connais pas plus loin. Tu sais pas écrire des mots, tu sais pas faire des phrases pour faire de la recherche, tu connais juste l'alphabet. Tu as juste ces très grands principes de ce que va être la recherche, et il te manque énormément de notions pour pouvoir réussir à écrire ton roman lorsque tu voudras faire ta recherche, quoi. Et donc ça, c'est un niveau BTS, c'est ça? C'est un niveau BTS. BTS en 3 ans que j'ai raté à chaque fois, je l'ai repassé 2 fois, mais à la marge du podium, je me croûte. Parce que les 2 fois, j'ai eu 9,75, fallait 10 pour l'avoir. Et donc tu ne l'as pas eu alors. Donc je l'ai pas eu. D'accord. Donc du coup, tu fais quoi derrière? Derrière, pas découragé pour dessous, je suis allé voir la première agence d'intérim qui est à côté de chez moi pour leur dire bah, bonjour, je veux travailler parce que là, j'ai pas mon BTS, donc il va falloir que je taffe. Trouvez-moi du taf. Je vais en voir 2, 3. Il y en a une qui me prend en tant que manutentionnaire, et je me rends compte que c'est pas un boulot qui va être fait pour moi parce que je m'ennuie comme un rat mort et que ça va pas le faire.
Je pars ensuite alors, un peu à l'opposé de ce que je faisais en cours, parce que le principe de la biotechnologie, c'est on va utiliser des micro-volumes, des tout petits volumes pour pouvoir faire des expériences. Et là, je suis parti en fabrication de produits pharmaceutiques. Donc, au contraire, si tu veux utiliser des tonnes et d'énormes volumes pour pouvoir faire tes expériences, donc ça m'a complètement chamboulé. C'était vachement intrusif, Et pendant toute cette période, d'un point de vue sentimental? le néant. Voilà, pour pouvoir faire simple, il n'y a pas eu grand-chose. Pendant le BTS, j'ai tombé fou amoureux de personnes différentes. Mais déjà là, mon trouble de l'identité commence à se faire voir. Il y en a une pour qui, à l'époque, je lisais avec des pupilles dans les yeux, en mode regardez ce que j'ai su faire. Aujourd'hui, je m'en veux énormément pour cette personne, mais je me souviens que pour aller en cours, fallait que je prenne le train, le RER, et sur le quai du RER, en attendant mon train, je lui ai fait 4 fois dire oui, on va sortir ensemble, et 4 fois dire non, nous ne sortirons pas ensemble, suivant comment je présentais les différents, comment dirais-je, les différentes opportunités et comment je mettais en valeur ou non. Tout ça pour revenir à la position neutre, pour pouvoir lui dire après, ben maintenant, c'est à toi de choisir. Ce qu'elle a pas trop apprécié, bien entendu, parce que j'avais déjà un trouble dans l'identité et qu'en fait, je switchais d'une personnalité à une autre, qui faisait qu'un coup, je me rendais compte de ce que je venais faire. Donc, j'ai lui dire, bah non, en fait, viens pas avec moi, parce que regarde, je suis peut-être un petit peu borderline sur les bords, il y a un truc qui va pas. Et dès que j'avais dit ça, et l'autre personnalité revenait, mais si en fait je t'aime, regarde, je suis prêt à ça, je suis prêt à ça, je suis prêt à ça, mais en fait regarde, je suis méchant parce que j'ai fait ça, et puis voilà. C'était à peu près ça pendant 1 heure. Donc cette histoire n'a pas duré très longtemps parce qu'elle n'a pas réussi à avoir confiance en moi. Pendant le BTS, j'ai eu une aventure avec une deuxième camarade, et là ça a été plutôt compliqué parce que c'était plutôt une relation destructrice. On n'arrivait pas du tout à s'entendre, très compliqué. C'est la relation de base n'était pas sur des bases saines, donc ça s'envoyait quelques pics, mais pas forcément gentils, mais on s'en rendait pas compte. Enfin, c'était très compliqué. C'est très compliqué. C'est là notamment grâce à cette seconde personne que j'ai découvert mon fétichisme de la fourrure, qui à l'époque, quand je commençais à être trop énervé, trop excité ou quoi que ce soit, grâce à sa couette, grâce aux différents vêtements qu'on avait achetés ensemble, me permettait de pouvoir m'apaiser. Donc c'est là où j'ai compris que la fourrure dans ma vie allait jouer un très grand rôle, notamment pour me permettre de m'ancrer dans le présent. Il faut qu'elle soit naturelle ou ça peut être de la synthétique, la fourrure? C'était de la synthétique. Clairement, même à l'heure actuelle, j'ai pas les moyens de m'acheter de la naturelle. Mais ça pourrait fonctionner en tout cas. Mais simplement, juste c'est Ça cher. pourrait fonctionner. Mais d'un point de vue éthique et d'un point de vue économique, la naturelle coûte beaucoup trop cher et à moins de partir sur des fermes écologiques, labellisées, etc., ce qui revient à mettre la pièce à des prix totalement inabordables, ça, c'est pas possible, quoi. Donc finalement, le synthétique, ça marche bien et c'est pas plus mal. C'est ça. C'est ça. Le synthétique, ça fonctionne, donc c'est très bien de synthétique. Je suis pas du genre à aller verser 10 000 euros dans un manteau juste parce qu'il est naturel, issu d'une ferme écologique française avec des normes européennes sanitaires propres, quoi. D'accord. Donc là, tu sors Je sors de BTS, et tu es actuellement en train de faire des petits boulots par le biais d'une boîte intérimaire. c'est ça. Où là, je me rapproche d'un cercle d'amis sur Paris. On est en quelle année à ce moment-là? 2008, je pense. 2007-2008, par là.
cercle d'amis où je me suis découvert, je vais pas dire un tempérament libertin, c'est pas le cas, mais il a fallu des années pour que je m'admette que j'avais vraiment eu des sentiments avec les personnes avec lesquelles j'avais couché. Mais de manière globale, je n'ai jamais été fidèle pendant cette période-là. Mais de toute façon, si j'ai bien suivi, tu n'avais pas eu de relation stable à ce moment-là. J'avais pas de relation stable, mais il y en a une qui était en couple et avec qui j'ai eu une relation pendant facile 3 ans. C'était en couple ouvert et j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter que j'avais aimé cette personne aussi et que c'est pour ça qu'il s'était passé ça. Donc tu la voyais de façon récurrente, mais tu niais Je la le voyais de fait façon d'être. récurrente parce que j'habitais chez les potes à ce moment-là. Je voulais quitter mes parents parce qu'avec qui j'ai eu des rapports toujours un peu tendus. Donc il n'était pas rare qu'on couche ensemble, il n'était pas rare qu'on fasse quelques beuveries ensemble. Voilà, c'était vraiment pour moi, c'était le cercle d'amis. Je gagnais relativement bien ma vie à ce moment-là pour quelqu'un qui débute dans sa carrière, qui a jamais eu d'argent de poche. Donc j'ai arrosé mes potes de cadeaux, a pu savoir qu'en faire. Et malheureusement, un jour arriva où, avec l'une de mes chéries, je la mette enceinte. C'était en quelle année ça? Toujours en Ça doit être 2008? 2010 à peu près. 2010 alors, d'accord. Ok. Ouais, ça doit être en 2010, juste avant que je quitte la fabrication. Mhm. Je la mets enceinte, c'est pas elle qui découvre l'enveloppe du prélèvement, c'est son père qui découvre l'enveloppe, c'est son père qui la force à avorter, et elle est parfaitement d'accord. Et on m'a annoncé ça en mode, de toute façon, t'as pas le choix, c'est mon corps, tu te tais. Ça a été difficile, si je comprends bien. Ça a été extrêmement difficile, parce que même si on venait de rompre quelques jours avant qu'elle ait reçu l'enveloppe, bah, je me sentais quand même responsable de son état, parce que ce genre de choses, ça se fait quand même à deux. Donc j'ai voulu essayer de l'accompagner le plus possible. À chaque fois, ses parents l'accompagnaient aussi et me fermaient la porte au nez des différents instituts. Donc je faisais le pied gru devant l'institut pour obtenir les résultats une fois qu'elle sortait, pour qu'on me tienne au courant. Grâce à cette obstination, j'ai eu le droit de l'accompagner dans la chambre d'hôpital lorsqu'il y a eu l'intervention chirurgicale parce que le délai était passé pour prendre la pilule du lendemain, ce qui a été très dur pour moi, parce que j'ai dû l'attendre seule dans la chambre, ses parents voulant pas me voir, voulant pas me causer. Pour eux, j'étais le pestiféré qu'elle osait toucher à leur fille. À ce moment-là, j'ai perdu énormément de kilos. J'étais un peu un cadavre sur pattes. Et petit à petit, j'ai réussi à faire mon deuil dans la douleur, mais ça a été quelque chose de très, 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 très compliqué. Surtout que j'avais aucun suivi psychologique ou psychiatrique à ce moment-là. Donc je me suis vraiment démerdé tout seul. T'avais personne auprès de qui te confier en fait. Non, j'étais vraiment tout seul. C'est suite à ça où j'ai recommencé à aller voir un psy pour la 3e fois, parce que les 2 autres fois m'avaient pas vraiment aidé. C'est pour ça que je les ai passés sous silence jusque-là, parce que de toute façon, voilà, c'est les questions qui m'avaient été posées par eux. Au bout d'un moment, en moins de 6 mois, j'arrivais à deviner quelle était la question qu'ils allaient me poser, 3 réponses après la mienne. J'avais 3 coups d'avance sur eux, donc si j'avais pas envie de répondre à une question, je savais comment la dévier et l'emmener sur un sujet que je voulais pas aller là où lui il voulait. Donc il n'y avait pas grand intérêt à continuer les séances dans ces cas-là. Et pourquoi tu les avais commencé au départ, ces deux séances précédentes? La première, parce que je ne gérais pas mes pulsions. Non, c'est la deuxième, pardon. Parce que je ne gérais pas mes pulsions. Et la première, c'était suite à l'abus sexuel et aux raquettes, où il a essayé de me faire comprendre que oui, il était méchant, celui qui m'avait fait ça, mais qu'en même temps, j'étais aussi un petit peu responsable et que je pouvais pas juste lui en vouloir et en vouloir à la terre entière de pas avoir été là pour moi.
Et donc, tu as une troisième un troisième C'est ça. psychiatre qui intervient suite Alors, à troisième, psychanalyste. psychanalyste. Donc, tu as donc une nouvelle thérapie pour parler du post-avortement, on va dire. C'est ça. Cette nouvelle thérapie avait très bien commencé. J'ai rencontré mon ex-femme pendant cette période-là, d'ailleurs, avec qui, à la base, ça s'est très bien passé. On était censé être un couple fermé. Je lui ai fait des cornes comme c'est pas possible. Parce que moi, la fermeture du couple, j'ai jamais réussi. J'ai vraiment essayé corps et âme, mais au bout de la deuxième année, ça a déjà merdé. On est resté 10 ans ensemble, je me suis jamais fait prendre. J'ai arrêté cette troisième psy parce qu'au bout d'un moment, je me suis effondré psychiquement où je ne savais plus comment je m'appelais. Je me souviens que j'ai dû refaire ma carte d'identité et que lorsque la nana au guichet m'a demandé comment est-ce que je m'appelais, j'ai eu un blanc. Véritablement un blanc, incapable de pouvoir lui répondre. Elle a dû me reposer la question pour que je puisse lui donner une réponse. J'ai prétexté que j'étais ailleurs, que l'idée m'avait traversé la tête et que j'avais pas fait attention à sa question. Elle a pas eu l'air de trop me croire. Mais vraiment, j'ai eu un blanc incapable de me rappeler qui j'étais. Quel était mon nom et mon prénom. Donc là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un gros problème avec cette thérapeute, qu'il y avait un truc qui déconnait. Elle avait rien détecté, elle, de Rien ce du tout. problème. Rien du tout. J'ai essayé de lui dire que justement, je voulais qu'on ralentisse un peu les séances et qu'on fasse attention parce que là, il y avait un truc qui était en train de merder. Elle a voulu augmenter le nombre de séances, elle a voulu augmenter le nombre de fois où je la voyais, ce à quoi j'ai fini par lui dire non. J'ai dû décommander un rendez-vous et m'a fait tout un sketch au téléphone pour me dire, après tout ce que j'ai fait pour vous, vous pourriez au moins venir, me tenir au courant, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, mais je vous ai envoyé un message, aujourd'hui je ne peux pas, je suis en réunion d'association, je ne suis pas disponible. Oui, c'est une honte, après tout ce que j'ai fait pour vous, pourquoi vous voulez plus venir? Et j'ai fait, ok, le transfert est en train de se faire en revaissance, j'arrête tout, je la rappelle pas. Donc de nouveau son thérapeute. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré ma psychanalyste actuelle, qui me convient énormément. Parce qu'avec mon ex-femme, l'un des trucs qui était clair et net, c'était qu'on ne pouvait pas se marier si je reprenais pas une thérapie. Parce que franchement, elle me voyait dépérir à vue d'œil, elle me voyait partir en cacahuète à vue d'œil, et il fallait que je reprenne une thérapie saine et stable. Et je t'ai pas demandé d'un point de vue professionnel, on en était resté à l'intérim? Alors, d'un point de vue professionnel, on est resté à l'intérim. Après l'intérim, j'ai cherché quoi faire, parce que au bout d'un moment, l'intérim, ça paye pas tant que ça. Je me suis retrouvé à une longue période de chômage, donc j'ai décidé à ce moment-là de faire un bilan de compétences. Le métier de moniteur auto-école était ressorti plusieurs fois, auquel j'ai voulu absolument fermer les yeux parce que mon père était déjà moniteur et je voulais pas être confronté à lui. Finalement, c'est lui qui m'a eu parce qu'il a monté sa boîte et que comme j'étais au chômage, il m'a demandé de l'aide pour pouvoir emmener les élèves au code, les accompagner au permis. Donc à force de parler avec les élèves, d'échanger, etc., j'ai compris que ce boulot était fait pour moi parce qu'il y avait un véritable échange humain et que c'était vraiment ce que je recherchais dans la vie. Donc j'ai fait les études pour pouvoir devenir moniteur. Je suis rentré dans sa boîte en tant que moniteur. Bon, comme à chaque fois qu'on travaille avec ses parents, c'est jamais toujours la joie. Donc au bout de 3 ans et demi, 4 ans, ça s'est fini. Un peu méchamment d'ailleurs. Parce que moi, je lui ai dit que le jour où il m'a annoncé qu'il y avait un départ, je lui ai dit qu'il pouvait m'annoncer à la liste du licenciement parce que j'en avais ras le cul de travailler avec lui parce qu'il me prenait un peu trop pour un con. Parce qu'à savoir que quand lui était pas là, c'était à moi de prendre les rênes et d'assurer la suite. Et dès qu'il revenait, il fallait bien sagement que je retourne à ma place de petit moniteur et que je dise absolument plus rien et que je dise oui, oui, chef. Parce qu'il y avait une grosse tendance à me saouler. Bah oui, j'imagine bien. Parce que j'avais que la paye du petit moniteur alors que j'assurais son intérim quand il n'était pas là. Ça m'a bien cassé les noisettes. Donc on a fini par se quitter. Voilà, en mode moi je me casse, j'en ai ras le cul, j'ai plus travailler avec toi. Il m'a fait si c'est comme ça, moi je vais vendre
je vends la société parce que ça me plaît plus. J'ai répondu, t'as qu'à la vendre. Dès que je lui dise, non, on va la garder, c'était non, t'as qu'à la vendre. Parce que moi, c'est pas la peine. Je la reprendrai pas. Et donc, on est en quelle année, Donc, là? il a fini effectivement par vendre sa société 5 ans plus tard. Mhm. J'ai essayé d'autres auto-écoles, ça s'est jamais très très bien passé. Ça avait commencé bien à celle d'Ivry-sur-Seine, quand j'habitais Créteil, et puis il y a eu mon divorce. Je me suis mis avec Marie-Hélène. Les chefs ont commencé à faire un petit peu la gueule parce que je commençais à habiter loin. Donc Marie-Hélène, ça fait 3 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui nous est Ah ouais, arrivé, mais on a eu de gros pépins l'an dernier, d'accord. de très gros pépins avec le père des filles, qui fait que maintenant on a les filles à temps plein, qui fait que lui ne peut plus voir ses filles, il ne peut plus avoir de contact avec elles. Donc c'est vraiment quelque chose de très gros qui nous est arrivé sur le coin de la gueule. Mm. Et c'est là où j'ai commencé à avoir de plus en plus de délire parce que ce changement total de vie m'a complètement déconcerté. Les filles sont arrivées à temps plein et Mash s'est retrouvée enceinte et a accouché au même moment que les filles sont arrivées. 3 à temps plein, dont une petite pitchoune qui n'est pas de moi mais qui est de son autre chéri. Donc c'est pareil, c'était assez compliqué à l'accepter. Forcément, parce que ça veut dire élever une enfant qui, de sa naissance à sa vie d'adulte, qui ne sera jamais de moi, et qui vient d'un petit paquet surprise parce qu'elle n'était absolument pas attendue par aucune des 3 personnes. Et quand elle s'est manifestée, il était trop tard pour pouvoir faire n'importe quelle opération, donc il a bien fallu qu'on la garde et qu'on l'élève. Aujourd'hui, on est très content qu'elle soit dans la maison, on est très content de l'avoir, il n'y a pas de problème, mais j'avoue que ça a été un autre très gros bouleversement, et suite à tous ces bouleversements, moi, ma tête a commencé à partir vraiment dans tous les sens, parce que j'arrivais plus à gérer. On est allé voir son médecin généraliste pour lui demander d'avoir un psychiatre, s'il pouvait nous recommander un psychiatre. Et à la fin de la première réunion, ce psychiatre m'a dit, monsieur, vous êtes schizophrène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que vous allez avoir des hallucinations visuelles, auditives, ça peut être sensoriel, en termes de toucher, ça peut être gustatif, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir le sentiment de vivre des rêves éveillés, des rêves conscients qui vous paraissent être à 100% réels alors que vous savez qu'ils ne le sont pas. D'autant que pour éviter les crises, il faut du calme, de la sérénité et pas de stress. Comment t'expliquer qu'avec 4 enfants, c'est mort? Donc ça veut dire trouver le bon traitement, ça veut dire trouver plein de choses qui puissent me permettre de pouvoir vivre une vie à peu près normale. On s'est rendu compte aussi que depuis quelque peu, avec ce nouveau traitement, je ne peux plus exercer le métier de moniteur auto-école. C'est Parce que les contradictoire alertes pour la conduite. médicaments sont beaucoup trop forts. D'accord, ok. Les psychotropes sont beaucoup trop forts, donc je n'ai plus le droit de faire des longs trajets. Donc tous les métiers de la route me sont automatiquement interdits. C'est quelque peu galère, parce que c'est à peu près le seul truc que j'étais sûr de savoir faire jusqu'à-là. Donc là, à l'heure actuelle, je me retrouve à aller voir la sécurité sociale, parce que je suis en arrêt longue maladie, pour pouvoir leur dire, faisons le bilan de compétences ensemble, que je puisse voir ce que je peux faire. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de piste. D'accord. Je vais revenir un instant en arrière. Tout à l'heure, Bien sûr. tu m'as dit que donc tu avais une épouse précédente pendant Oui, 10 ans et que tu n'avais pas été oui, capable de rester fidèle. tout à Euh, fait. Aujourd'hui, tu te reconnais dans la polyamorie. Complètement. Comment ça s'est passé la transition de l'un à l'autre? En fait, déjà, je suis arrivé devant MH il y a maintenant 3 ans où elle m'a dit, moi j'ai un autre chéri, et de toute façon, je viens vivre ma vie avec toi, me marier avec toi, mais j'ai un autre chéri, et je le quitterai pas pour toi. Donc déjà, indirectement, ça m'a enlevé un poids parce que ça voulait dire que de mon côté, je pouvais aussi avoir des aventures. Et elle te l'a dit ça ou c'est que toi qui l'as déduit tout seul? Le fait que je pouvais avoir d'autres aventures ou que... Oui, que tu pouvais en avoir aussi. Oui. Non, ça a été dit. C'était dit clairement. C'était de toute façon, si j'ai le droit d'avoir quelque chose, tu auras le droit d'avoir le même. D'accord, ok. On fonctionne vraiment sur
sur cette idée-là. Et à partir de là, j'ai jeté un regard sur mon passé et je me suis aperçu que beaucoup de personnes avec lesquelles j'avais pu avoir des histoires jusque-là, je les avais toutes aimées à une manière différente. Et j'avais toujours eu un sentiment amoureux, quelque part. Ça n'avait jamais été de la baise pour de la baise. Ce qui fait que je me reconnaissais pas, alors pardon pour les puristes, mais comme étant un libertin, mais bel et bien comme étant un polyamoureux. D'accord. Parce que justement, j'avais besoin de ce sentiment amoureux pour réussir à pouvoir faire quoi que ce soit. Donc tu rencontres MH. Je t'ai pas entendu dire que vous vous étiez mariés, mais en tout cas vous avez maintenant des enfants. Alors, j'ai des beaux enfants. Mm. Je n'ai aucun enfant de mon sang. D'accord, mais en tout cas tu élèves quand même. Je les élève quand même, comme s'ils étaient de moi. Je Mhm. m'occupe d'eux, je m'occupe de leur inculquer les règles, de les élever, de leur apprendre les bonnes manières, comment faire, comment bien s'habiller, etc. Comme dirait l'autre, je leur tiens les cheveux lorsque justement ils ont la gastro. Enfin voilà, d'être présent le plus possible. Et la relation avec ton méta, ça va? T'as quelque chose à approfondir sur ce sujet-là? On se voit relativement souvent, il vient quand même une fois par mois voir sa fille. Donc à ce moment-là, on essaye de le laisser le plus possible avec sa fille, parce qu'il habite quand même sur Niort, et nous, on est en région parisienne, donc c'est un peu compliqué de qu'il puisse venir plus souvent. MH est toujours en relation avec lui. Oui, Donc du coup, elle doit y aller avec la petite aussi de temps en temps. alors soit elle descend avec la petite, soit c'est lui qui monte. Mhm. Ça dépend si on est en période scolaire ou en période de vacances. Mhm. Parce que j'ai quand même fixé quelques hauts là. Moi, je lui ai dit, je veux bien que tu ailles le voir, j'ai pas de problème. Mais je gère pas tout seul 2 ou 3 monstres pendant une semaine. Oui, forcément. C'est pas faisable. Ils ont quel âge les enfants? Je t'ai pas demandé. 8 ans et demi, 8 ans depuis dimanche, 4 ans et demi, 1 an et demi. D'accord. Donc il y en a 2 à l'école quand même. Il y en a 3 à l'école. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ça? Sinon on passera aux questions rituelles de fin de podcast. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Ben, j'ai rencontré une personne il y a peu également, qui, je l'espère, je vais bientôt réussir à pouvoir la rencontrer. Mhm. Donc je me découvre aujourd'hui enfin non plus poly-acceptant, mais poly-amoureux, parce que j'éprouve vraiment de très forts sentiments pour cette personne. D'accord. Donc après avoir été poly-acceptant pendant pas mal de temps, Mm. malgré des tentatives de polyamorie, ces quelques derniers temps qui n'ont pas réussi à aboutir comme je l'aurais voulu. Bah, Là, j'estime avoir un peu plus de chance que les choses puissent péricliter dans le temps, donc on va voir. D'accord. C'est quelqu'un qui habite près de chez toi ou va falloir que tu bouges? À Strasbourg, Ah oui, rien que ça. j'aime bien faire compliqué. C'est pas moi qui te contredirais. Alors je vais te poser les 2 questions de fin de podcast. Bien sûr. La première, est-ce que tu pourrais me dire ce qu'a apporté la polyamorie dans ta vie? Alors pour moi, la polyamorie, ce que ça m'a le plus apporté, de la détente. Parce que plus la peine de me casser le cul, essayer de faire des choses dans le dos, organiser des plannings à la con, trouver des excuses bidons, c'est vachement plus simple. C'est vrai que ça permet d'avoir des relations plus apaisées. Voilà, relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus saine, beaucoup plus calme. Donc ça déjà, c'était quelque chose de beaucoup mieux. Moins de jugement également, parce que de par ce fait-là, comme on est obligé de discuter beaucoup plus, il y a beaucoup moins de jugement, parce qu'il est plus facile de s'expliquer sur pourquoi une telle et pas un tel, ou l'inverse, qu'est-ce qui fait que, comment, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre couple, qu'est-ce que je peux aller chercher ailleurs que je n'ai pas dans mon couple, etc. Donc ça m'a permis une bonne introspection sur ce point-là.
c'est pas tout à fait lié à la polyamorie, mais pour moi, ça s'y rapproche aussi. C'est que la schizophrénie rapporte pas mal de sujets différents, gros pas mal de sujets différents, le spectre schizophrène, dont le fameux TDI, qui est le trouble de l'identité, qui fait que tu crois avec énormément de guillemets, parce que tu en es quand même persuadé, d'avoir plusieurs entités en toi-même, plusieurs personnages qui peuvent être masculins, qui peuvent être féminins, qui peuvent être des enfants, qui peuvent être des bourreaux, tu peux, voilà, énormément changer. Et du coup, cet échange me permet aujourd'hui beaucoup plus d'essayer d'appréhender qui je suis, quand est-ce que je le suis, quels sont mes goûts suivant ces différentes personnalités, comment les faire varier, comment les faire évoluer, qui fait que je n'exclus pas qu'aujourd'hui on m'appelle Kohan, mais que potentiellement dans quelques années, il faudra m'appeler Amandine. D'accord. Donc, je vais passer à la dernière question. Bien sûr. Alors, je voudrais savoir si tu pourrais me donner ta définition personnelle de la polyamorie. Alors, ma propre définition de la polyamorie, j'ai envie de dire que ce serait le fait de se permettre d'avoir une vie monogame, enfin polygame, pardon, excuse-moi, si je confonds mes mots, ça va pas le faire. Le fait d'avoir une relation polygame dans le calme, la sérénité et l'écoute. D'accord. Surtout pour quelqu'un qui, comme moi, est un problème mental relativement handicapant, parce que sujet à des crises d'angoisse, à des crises d'hallucination, etc. Ça m'oblige à beaucoup plus de dialogue, à beaucoup plus être posé, ça oblige mes méta à être beaucoup plus proche pour pouvoir se partager les différents conseils pour pouvoir me faire atterrir en paix lorsque je pars en crise. Donc pour moi, c'est vraiment la pierre qui me manquait à mon édifice pour pouvoir être accepté pleinement en entier dans ma globalité. D'accord. Bon, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Ben de rien.